Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, on reste dans le thème après avoir parlé à la police de Longueuil. Moi, je m'en prends pas à la police, je veux juste qu'on ramène les choses un peu à l'ordre. Il y a Roselyne Mavungu, qui est directrice générale de Ville sans violence. C'est nouveau, bienvenue. Et Dave Poitras, directeur stratégique scientifique, pour répondre aux questions. Vous êtes pour le génie en herbe. Hein? Vous êtes là pour répondre aux questions. Si j'ai une question quiz avec des chiffres, des dates, des noms, c'est vous, ça, c'est votre job. Je vais assumer ce rôle. Parfait, c'est bon. Dis donc, le Centre de prévention de radicalisation, menant la violence armée aux autres caractères, actes à caractère haineux, ça finissait plus, cette affaire-là. Là. Vous avez décidé de changer de nom, pas juste pour des raisons cosmétiques. Non, pas seulement pour des raisons cosmétiques, mais pour marquer une évolution dans le travail que nous faisons. Hein. Le mandat, au cours de ces 10 dernières années, a évolué. Hein. Donc, prévention de la radicalisation. Ensuite, un rajout d'un mandat de prévention des actes haineux. Et dernièrement, donc, le mandat de prévention de la violence armée. Comment ça a évolué en 10 ans, Mme Mavungu? Là? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que vous avez des résultats concrets à annoncer? Des résultats concrets, certains, un engagement des communautés et des partenaires autour du travail que nous faisons. C'est un travail qui se fait encore davantage en concertation avec les différents milieux, que ce soit les écoles, les milieux communautaires, les institutions et les parents, les personnes elles-mêmes impliquées dans un parcours de violence. OK. Dans votre communiqué, vous dites vous êtes disponible en entrevue pour aborder 4 choses. Je vais vous les lancer, ces 4 choses-là. Vous n'avez pas lu votre communiqué de presse, vous, là? Je l'ai effleuré parmi tant de choses et l'organisation de 10 ans de festivités. La transformation du centre de prévention, et les raisons derrière cette nouvelle identité. Donc, je vous ai posé la question, est-ce que c'est cosmétique? Vous me dites non. Mais est-ce que ça va changer votre façon d'approcher la radicalisation? Pas du tout, parce que le nom permet vraiment de représenter la réalité de ce qu'on fait. Et le nom est plus inclusif, plus mobilisateur que le Centre de prévention de la radicalisation, qui pouvait faire penser que nos enjeux étaient circonscrits seulement peut-être à des enjeux politico-religieux ou à de la radicalisation simplement. Ouais. Donc, on veut des villes sans violence, qui est un concept assez sympathique. Monsieur Poitras, y a-t-il autre chose? Voulez-vous ajouter quelque chose, vous? Non, jusqu'à maintenant. Ça va? C'est correct, je veux pas vous perdre, là. L'autre affaire, vous avez dit dans le communiqué, l'évolution des phénomènes de radicalisation, d'extrémisation, je savais pas que ça existait, au Québec et à Montréal. Ça, c'est votre rôle. Avez-vous des données là-dessus? Oui, en fait, il y a plusieurs indicateurs, parce que par définition, on fait de la prévention. Donc, quand on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui n'arrivent pas, et c'est difficile de quantifier des événements qui n'arrivent pas. Mais il y a quand même, au cours des 10 dernières années, certains indicateurs qui nous permettent de voir à quel point nos enjeux sont toujours d'actualité. Par exemple, depuis 2020, depuis les 5 dernières années, on a atteint un certain plateau en termes de crimes haineux. On est près, autour de 5000 crimes haineux déclarés par la police. C'est ce que nous rapporte Statistique Canada. C'est un plateau qui est assez élevé. À travers le Québec, ça? Ou... À travers le Canada, c'est Statistique Canada. Le Canada, oui, exactement. Et donc, mais ce qui est inquiétant, surtout, c'est que ces chiffres ont doublé, en fait, depuis 2018. Donc, ce sont des enjeux qui sont vraiment d'actualité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos enjeux, on doit poursuivre nos actions. Savez-vous pourquoi ça a doublé? Il y a plusieurs explications, évidemment. Là, on n'est pas ici en train d'identifier un ou deux facteurs. C'est évidemment multifactoriel. Mais par exemple? Par exemple, on parle beaucoup du numérique. Il y a des chambres d'écho qui se créent facilement dans le numérique. Et ça, c'est de plus en plus mesurable. C'est difficile de mesurer l'adhésion à différents types d'idéologies qui vont permettre à des jeunes, justement, de se radicaliser et de commettre certains crimes, des adultes aussi. Mais ce qui arrive avec les réseaux sociaux, ce qu'on arrive de plus en plus à mesurer, c'est l'exposition surtout des jeunes, à du contenu haineux en ligne. Toujours des chiffres de Statistique Canada. En 2022, on mesurait que les jeunes de 15 à 24 ans, en proportion de 70%, avaient été exposés dans la dernière année à des contenus haineux en ligne. Et 13% d'entre eux
si ma mémoire est bonne, étaient exposés au quotidien à ce type de contenu haineux. Et donc, ce type de contenu haineux qui, par la suite, évidemment, peut banaliser la violence, peut banaliser les comportements par la suite qui vont se transformer en comportements en crime haineux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, Mme Mavungo, devant ça, devant ce phénomène? Parlons juste des réseaux sociaux, là. Ça va de tout, là. Les crinqués religieux, l'extrême droite, l'extrême gauche, il y en a pour tout et tout le monde. Il faut une vigilance sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux pour pouvoir avoir une réponse, mais aussi pour pouvoir outiller l'entourage des personnes qui peuvent être vulnérables face à des contenus dans les médias sociaux. Ouais, je parlais de ça avec M. Yannon de la police de Longueuil. L'absence de conséquences. Hier, je voyais les images, là. Je veux vous entendre là-dessus, Mme Mavungo. Montreal for Palestine, là. Lynchage d'un mannequin qui a une kippa, un message antisémite. Là, tu sais pas, la police enquête peut-être. Les menaces envers Fatima Aboubakar qui se présente pour le Parti québécois dans la Val-des-Rapides. Menace de mort. Adil Sharkawi qui va sur la place publique pour des raisons religieuses fait appel à exterminer tous ceux qui pensent pas comme lui. Là, tu disais, vous êtes où, vous, pendant ce temps-là? Pourquoi on vous entend pas pour dénoncer ces actes carrément haineux? Nous sommes dans la prévention en amont des choses. Nous restons des acteurs neutres, prêts à répondre aux besoins quand ils nous sont exprimés. Et dans notre démarche, on s'assure pour nous de ne pas cibler une communauté, de ne pas cibler une origine ou non, mais il faut pas être aveugle, Mme Mavungo, là. Hein? Tout le monde, tu sais, il y a du bon monde partout, il y a des crapules partout. C'est pas une question de cibler des communautés, c'est cibler des crinqués. Faire de la prévention demande de travailler pas contre les communautés, mais avec les communautés. Et c'est là qu'il y a des résultats qui sont plus intéressants. D'être présent, d'établir un lien de confiance qui permette qu'ensemble, on nomme les choses, on les regarde et qu'on trouve des actions. La réponse est définitivement collective. Je lisais, Ville sans violence déploie son expertise autour de 3 grands champs d'action complémentaires. La prévention, l'accompagnement communautaire, ce que vous dites, l'expertise scientifique. Expertise scientifique, ça veut dire quoi? C'est mon collègue qui répondrait, mais... Question quiz? Oui, je suis le directeur scientifique, donc je peux facilement y répondre. On fait de la veille, d'abord et avant tout, en termes de meilleures pratiques à l'égard des interventions, des accompagnements qu'on va faire. Parce qu'évidemment, c'est un champ d'intervention qui est relativement jeune, et donc on fait une veille des meilleures pratiques en termes d'intervention pour, évidemment, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une veille de meilleures pratiques? Ça, ça veut rien dire pour moi. Il y a des revues de littérature scientifique qui sont publiées sur ce que seraient les meilleures pratiques en termes d'intervention. Donc, en ce moment, comme la plupart des interventions, on en est surtout à comprendre comment ne pas nuire à l'égard de ce type d'intervention, mais on essaie de cibler exactement qu'est-ce qui fait mais c'est quoi les types d'interventions, M. Poitras? Nous, les interventions qu'on fait, on est d'abord et avant tout une ligne d'appel. Donc, les gens nous appellent parce qu'ils sont inquiets d'un proche qui tient certains propos, une enseignante qui tient certains propos, d'un élève qui tient certains propos en classe, vont nous appeler d'abord et avant tout pour savoir est-ce que je devrais m'inquiéter de ce type de propos misogynes, masculinistes, idéologiques qui ont été tenus dans mon cours. Et si, en effet, c'est des propos qui sont inquiétants, comment l'aborder avec l'élève? Et est-ce que je dois revenir? Comment revenir? Et donc, ce qu'on a ici, c'est des pratiques qui sont personnalisées à une situation en particulier qui vient à nos oreilles. Donc, ça, c'est une intervention qu'on fait, mais on fait des interventions en éducation aussi. Webinaires, sensibilisation du grand public, dans les cours aussi. On va dans les classes pour intervenir, sensibiliser les jeunes à l'égard de ces enjeux. Êtes-vous capable d'évaluer votre taux de réussite? Faudrait comprendre ce qu'on appelle par taux de réussite. Nous, Le taux de réussite, c'est juste d'avoir décrinqué quelqu'un qui s'en allait, qui devenait radicalisé ou qui avait des propos homophobes, misogynes, racistes, tout ce que vous voulez. Nous, on travaille beaucoup avec les proches des enseignants, les acteurs communautaires. On n'est pas toujours directement avec les personnes qui sont dans une voie de radicalisation. Ouais. Évidemment, on en fait ce qu'on appelle des accompagnements directs et
Jusqu'à maintenant, oui, on n'a pas évalué l'efficacité de nos programmes, ça s'en vient, mais ce sont des personnes avec qui on arrive à garder un contact, qui sont de manière générale satisfaits de nos accompagnements parce qu'ils restent avec nous. Justement, hier, on avait la célébration de nos 10 ans, il y avait quelqu'un qui était là, un de nos usagers qui est avec nous depuis près de 10 ans, et donc était venu témoigner de son appréciation et de la manière dont on a pu l'aider dans son parcours de désengagement dans une voie de radicalisation. OK, je veux pas être déplaisant, je le suis, mais je veux pas faire exprès. Hein, Mavungo, M. Poitras, comment on sait qu'après 10 ans, vous êtes efficace? Nos chiffres parlent. Après 10 ans, c'est plus de 3711 accompagnements. On est à avoir formé 24 250 personnes. Nos réseaux sociaux sont vus plus de 800 000 fois. Les demandes médias, on dépasse les 1250 demandes médias. Les résultats sont là. Excusez-moi, mais ça veut rien dire. Là. Je vous demande efficace. Là. Vous avez ramené quelqu'un à la raison. Vous l'avez sorti de la radicalisation. Vous l'avez sauvé de lui-même. C'est ce dont je parle, de l'efficacité, parce que c'est ça votre rôle. Puis de conseiller, si je comprends bien, des gens à intervenir aussi. Alors, comment on évalue, je dis pas que vous l'êtes pas, mais comment on évalue votre efficacité? Plusieurs éléments. Ce qu'on fait, on désengage des personnes du processus de violence. On voit C'est important. Hein? Exactement. On voit une reconnaissance de l'écosystème, des partenaires, des services policiers et autres qui nous réfèrent des dossiers. Nous sommes arrivés à démontrer que nous sommes des experts terrain, des experts qui doivent collaborer avec un écosystème d'acteurs restant dans notre couloir qui est la prévention, avant tout la prévention d'abord. OK. Vous parlez de prévention, accompagnement communautaire, expertise scientifique. Vous parlez pas de répression. Vous parlez pas mais à un moment donné, quand la sensibilisation ne fonctionne pas, quand l'accompagnement ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut se tourner vers la répression, non? Les personnes, s'il n'y a pas d'escalade et qu'on n'arrive pas à des situations qui dégénèrent, c'est démontrer que l'écoute, l'accompagnement et l'empathie ont des résultats qui peuvent faire la différence. Si on arrive à de la répression, on est peut-être déjà dans des situations où des crimes ont été commis, où les personnes ont déjà eu un passage à l'acte. Mais dans notre mandat, nous ne sommes pas là. Je comprends. Alors, si ça continue, parce que là, ça continue, mais là, ville sans violence, j'ai l'impression que c'est plus large. Je parlais des jeunes, là, la criminalité, la délinquance chez les jeunes, ils se mettent 10 contre 1. Là, ça tombe dans votre mandat. Là. Ça tombe dans notre mandat parce que ville sans violence, avec son acronyme qui est vis-à-vis, donc face à la haine, face à la radicalisation ou à la violence armée, on trouve un vis-à-vis, alors ça tombe dans notre... Avez-vous l'impression, M. Poitras, Mavungo, avez-vous l'impression que la culture ambiante glorifie la violence? Plusieurs éléments. Encore une fois, il faudrait regarder les parcours, les trajectoires individuelles pour voir d'une personne à l'autre qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui le rend vulnérable. Et parfois, les vulnérabilités peuvent naître de circonstances personnelles, d'un écosystème, un environnement, ou aussi de détresse psychologique. Donc, plusieurs éléments vont entrer en jeu pour un individu, alors que pour un autre, non, parce qu'il n'y a pas de profil type, ça a un impact. Je sais pas trop. Pour revenir aux réseaux sociaux, parce que c'est vraiment ce qui a changé au cours des 10 dernières années, ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui, encore une fois, c'est cette exposition à plus de contenu haineux. On le sait, c'est très bien documenté. Les algorithmes, depuis 5 ans, sont de plus en plus efficaces. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des chambres d'écho qui vont se créer. C'est-à-dire que plus les contenus, il va y avoir une interaction avec ces contenus, que ce soit une interaction... Des contenus avec lesquels il y a une interaction. Donc, plus un contenu et il y a une interaction avec ce contenu, que ce soit un commentaire positif ou négatif, un partage, ce sont généralement des commentaires qui sont plus intenses. Et donc,
l'algorithme va favoriser ce type de contenu intense qui va circuler davantage et souvent, on le sait, ce sont des contenus qui sont davantage violents et qui vont davantage être, les jeunes vont davantage être exposés à ces contenus-là. Faut qu'on se quitte, là, mais qu'est-ce qui vous inquiète, vous? Ce qui m'inquiète en ce moment, c'est surtout le fait que la violence semble davantage se propager chez les jeunes. Ce sont davantage les jeunes qui sont pour lesquels on est appelé. Auparavant, on était autour de début de l'âge adulte, fin de l'adolescence. Ouais. Aujourd'hui, c'est 12 ans, 14 ans. Et donc, la violence se rajeunit, le visage de la violence se rajeunit. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut véritablement prendre conscience de ce phénomène. Et à partir de 12 ans, ça, c'est les réseaux sociaux. C'est un résultat des réseaux sociaux, sûrement. C'est certainement un facteur très important, en effet. Madame Mavungu, qu'est-ce qui vous inquiète, vous? Ce qui m'inquiète, c'est de s'assurer qu'on soit en mesure de diffuser les connaissances. Nous sommes des acteurs terrain, alors nous répondons aux besoins des populations et des communautés et nous voyons parfois un petit peu avant le temps des tendances, des mouvances, ce qui se passe dans le virtuel ou dans le réel, ce qui se dit pendant les périodes de fêtes de fin d'année où on nous appelle parce que des proches ont des inquiétudes. Alors c'est que nous soyons en mesure d'avoir toute la provision pour mener notre vision. Roselyne Mavungu, directrice générale de Ville sans violence, et Dave Poitras qui s'assure l'approche scientifique. Lâchez pas, un gros merci. Vous avez beaucoup de, comme on dit, pain sur la planche. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.